Martial Zouamanga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Minier et à tous les téléspectateurs de par le monde entier qui suivent la chaîne qui monte et même qui est en train de s'imposer au Cameroun et partout dans le monde. Merci. Je souligne que vous êtes ingénieur en développement local. Et évidemment, décentralisation, particulièrement décentralisation et développement local. Mais puisque la décentralisation est tellement vaste, il y a le droit, il y a beaucoup de choses qui s'y refait. Je préfère dire ingénieur en développement local parce que c'est cette partie de la décentralisation qui m'intéresse. Et ce développement local, au-delà des mots, M-O-T-S, est-ce qu'on peut véritablement dire que il est effectif, ce fameux développement local? C'est un simple slogan? Actuellement, il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup de freins, vous savez. Nous sommes dans une logique où il y a ce qu'on appelle le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Mais ce transfert ne s'effectue pas, ne passe pas comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qui coince? Vous savez que il y a transfert des compétences, premièrement, ensuite transfert des ressources. La question n'est pas tant au niveau du transfert des compétences, mais elle est au niveau du transfert des ressources. En tout cas, pour faire simple, transfert d'argent. Parce que les ressources, là, c'est l'argent. L'argent, bien évidemment, le nerf de la guerre. Donc, c'est là où il y a le problème. L'État central ne veut pas lâcher. Je ne veux pas dire l'État central, parce que l'État central met sur pied le cadre administratif, le cadre juridique. Maintenant, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts à laisser tomber. J'arpente souvent les couloirs de certaines collectivités, les petites comme les grandes. Suivez mon regard. La plus grande plainte, ou bien le plus grand cri qui sort de là, c'est qu'il n'y a pas les ressources. En français facile, il n'y a pas de l'argent. Lorsqu'on vous dit ce qui est transféré, par exemple, aux régions, lorsqu'on vous dit ce qui est transféré aux régions pour, par exemple, les lycées, vous voyez que c'est maigre par rapport aux besoins. Donc, c'est ça le véritable problème de la décentralisation aujourd'hui, transfert des ressources. Ce matin, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous avons pour angle essentiel le soutien aux jeunes entrepreneurs. Que peut l'État? La question je vous pose, Joseph Zambo, et vous nous plantez le décor. Merci Parfa. Ici, on ne peut pas parler justement de ce que peut l'État sans donner l'historique justement de l'apport de l'État. Depuis l'indépendance, juste en quelques lignes, j'ai travaillé là-dessus. Depuis l'indépendance du Cameroun en 1960, l'État a progressivement mis en place des mécanismes pour soutenir l'entrepreneuriat, en particulier chez les jeunes. Les premières initiatives ont été centrées sur la création d'entreprises publiques et justement l'encouragement de la production nationale. Et au fil des décennies, plusieurs dispositions ont été initiées. Les années 1960 à 1980, mise en place des programmes de planification économique qui ont favorisé le développement des entreprises publiques. Les années 1990, introduction des politiques de libération et d'ouverture du marché, ainsi que la création de structures d'accompagnement pour les PME. Le Fonds de développement des petites et moyennes entreprises a été créé pour faciliter l'accès au financement par des jeunes et d'autres personnes. Et les années 2000 et au-delà, l'État a renforcé son soutien à travers la création d'agences de promotion et d'encadrement des jeunes entrepreneurs comme l'Agence nationale de promotion des PME et l'Agence de la jeunesse. Il y a une évaluation que j'ai essayé de faire à mi-parcours, justement malgré ces efforts. L'évaluation de l'impact et des actions de l'État relève des résultats mitigés. L'accès au financement, on a encore un très gros problème là-dessus. Bien que des fonds aient été mis en place, nombreux sont les jeunes entrepreneurs au Cameroun, bien sûr, qui rencontrent encore des difficultés à l'accès au financement, l'absence des garanties suffisantes
on a des formations et accompagnements. Oui, les programmes de formation existent, ça c'est pas faux. Maintenant, mais ils ne sont pas toujours adaptés aux besoins réels des jeunes au Cameroun. Maintenant, de plus, il y a un manque de suivi et d'accompagnement pour ces initiatives-là. L'autre plus gros souci ici, c'est au niveau des infrastructures et l'environnement des affaires au Cameroun. L'accès aux infrastructures et à un environnement favorable reste un gros défi au Cameroun. Les jeunes entrepreneurs font face à des obstacles tels que la bureaucratie, la corruption, le manque de services de soutien adéquats. Il y a même des suggestions qu'on peut faire au niveau de l'État si on voudrait que tout ceci change. On veut qu'on essaye de simplifier l'accès au financement. Ça signifie qu'établir des processus de demande de financement simplifiés et transparents, mettre en place des garanties gouvernementales pour faciliter l'accès au financement. En des mots simples, que l'État mette un fonds disponible auprès des banques qui pourraient soutenir des projets viables des jeunes, parce qu'il y en a des projets viables pour des jeunes au Cameroun, mais aucune banque n'est prête à nous donner quoi que ce soit. Maintenant, au niveau du renforcement de la formation et de l'accompagnement, il faut proposer des formations pratiques adaptées aux réalités du marché camerounais en collaboration avec les experts du domaine. Il y a des experts du domaine et il faut former des jeunes dans des domaines d'expertise et ces formations se font le plus souvent sans l'interpellation des experts qui exercent dans ces domaines. Oui, il y a des enseignants, mais il est possible d'enseigner un domaine qu'on ne pratique pas. Mais après l'enseignant, il y a le pratiquant qui a 10, 20 ans, 30 ans dans le domaine, qui ne va pas t'enseigner les livres, mais va t'enseigner la pratique réelle de l'activité. De l'autre côté, l'amélioration de l'environnement des affaires, qui est un sujet très très important. Il faut reformer la bureaucratie au Cameroun pour rendre le processus de création d'entreprises plus efficace. Promouvoir un climat d'affaires favorable en luttant contre la corruption et en facilitant l'accès aux infrastructures nécessaires pour l'activité entrepreneuriale. Création de plateformes de réseautage, mettre en place des espaces coworking. C'est simplement des espaces où quelqu'un peut venir avec son ordinateur, s'asseoir, échanger avec un partenaire quand il n'a pas un bureau. L'État peut le faire. Ouvrir des sortes de bureaux divisés où des jeunes qui n'ont pas encore de l'argent pour pouvoir avoir des bureaux peuvent du moins venir travailler en concertation pour 1 heure ou 2 heures, même s'il faut payer un petit truc. Et puis pour finir, pour ne pas faire long, la création des plateformes de réseautage, comme j'ai dit, il faut organiser des foires et des événements de réseautage pour connecter les jeunes entrepreneurs avec les investisseurs et les partenaires, sans distinction de race ou distinction de tribu. Merci, Joseph Zambo, pour cette présentation, ce long décor que vous avez planté. On va être encore plus pratique. Et là, je vais passer la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, ce matin, nous parlons du soutien aux jeunes entrepreneurs. Nous insistons sur jeunes, aux jeunes entrepreneurs. On a tout un ministère des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Je pense qu'il est dirigé par le ministre Basilican III. Alors, avez-vous l'impression que pour l'instant, l'État soutient les jeunes entrepreneurs? Si ce n'est pas le cas, que faut-il faire? Parfois ici, Joseph a étalé l'historique des efforts gouvernementaux. Et nous avons vu qu'effectivement, l'État fait beaucoup de choses. Je sais qu'il y a la PME, je sais qu'il y a la Banque d'investissement des entrepreneurs, je sais qu'il y a le CFCE pour faciliter la création des entreprises, je sais qu'il y a plein d'initiatives, il y a eu PTS, et hier, en vous suivant parfait ici, j'ai entendu un montant 103 milliards, j'espère que je ne me suis pas trompé. L'entraînage jeune. Merci beaucoup. Si l'État était capable de donner 103 milliards pour accompagner la jeunesse, et que la jeunesse n'a pas pu se lever dans la dynamique entrepreneuriale comme il faut, il y a un problème parfois ici. Parce que si on est dans une population de 30 millions de Camerounais,
Si on vous donne 103 milliards, vous les divisez par 15 millions de Camerounais, parce qu'on va dire que, bon, écoutez, on peut avoir 12 millions d'apprenants ou de jeunes qui sont encore en train d'aller à l'école. On prend les 103 milliards, on divise par 15 millions. Chaque jeune Camerounais a 6 800 et poussière de 1000 par faille ici. Je crois que 6 800 et poussière de 1000 est suffisant pour qu'un jeune se lance véritablement. Pourquoi est-ce que sur le plan pratique, je dis des bêtises comme ça, qu'on se dit, ok, on va enregistrer les jeunes qui sont dans les universités et à la sortie de chaque jeune, que ce soit en licence, que ce soit en master 2, on lui donne un capital de 6 millions pour commencer l'entrepreneuriat. On est arrivé à un état où, en réalité, l'État n'a pas d'autre choix que de soutenir véritablement la jeunesse. Parce que c'est 60% de sa population. Et 60%, 50% même est entre 25 ans et elle n'a même pas encore 40 ans. Donc, c'est des gens que si vous ne les gérez pas, ils vont vous gérer de façon désagréable. Vous êtes donc dans l'obligation de les gérer. Sauf que j'ai l'impression que la volonté qu'on voit manifeste n'est pas suffisante. Il faut une nouvelle volonté. Parce que moi, je crois parfois ici que le premier capital d'un entrepreneur, c'est la volonté de ne pas rester spectateur de sa propre histoire. Est-ce que les membres du gouvernement qui nous suivent ce matin ont véritablement la volonté de ne pas rester spectateur de l'histoire qu'on est en train de lire? Lorsque vous arrivez et que vous étudiez le système chinois, vous allez vous rendre compte qu'en Chine, c'est l'État entreprenant. C'est-à-dire que la machine, les parlementaires sont des entrepreneurs. Le gouvernement est entrepreneur. On a une dynamique d'entrepreneuriat. La première politique, c'est la prospérité. Tout œuvre pour la prospérité. Là-bas, parfois, ici, les mairies, lorsque tu viens les voir, ils disent, OK, ils financent une partie de ton entreprise parce qu'ils veulent être actionnaires. C'est comme ça que ça se passe en Chine. Est-ce que réellement il y a la véritable volonté qu'il faut? Mais non, je peux comprendre. J'ai pas de problème avec le ministre des petites et moyennes entreprises. Ce monsieur se bat comme il peut à la mesure des capacités de ressources dont il dispose. Mais je dis que ces ressources-là peuvent être mieux canalisées pour permettre un impact beaucoup plus efficient et amener la jeunesse à se déployer. Très bien. Merci, Ibrahim, pour cette belle plaidoirie. Notre ami Alain Douk, ce matin, nous nous battons encore pour que les jeunes entrepreneurs puissent être soutenus. Nous avons suivi Yossop Zambo tout à l'heure. Ibrahim a été un peu plus précis. L'un des problèmes, lorsque nous parlons de soutien, c'est justement les ressources, pour parler comme l'expert en développement local, c'est-à-dire l'argent. L'argent. Où est l'argent? Pourquoi on a l'impression que l'État n'a pas... Il a écrit sur l'AIAN. Il a écrit sur l'AIAN. Bien. Il y a une bonne part du budget de l'État qui est consacrée aux dépenses d'investissement. Tout à fait. Dans le budget, il faut voir quelle est la propension accordée à l'investissement. Cela doit traduire aussi, à ce niveau-là, en termes de chiffres, le positionnement mental de ceux qui gouvernent. Est-ce qu'ils sont véritablement pour des investissements dans le sens de créer la richesse? On voit bien que c'est 30%, alors que 70% est affecté aux frais de fonctionnement de l'État. C'est exorbitant. Donc, pendant qu'on veut diffuser le message de l'entrepreneuriat, il faut des dispositions, même en termes statistiques, qui démontrent qu'on le veut. Qu'on le veut effectivement. Ça doit être aussi traduit en chiffres. Bien, parfait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'État, des projets dans lesquels on a essayé d'inciter les jeunes à s'investir. On a même sorti de l'argent. Mais on voit bien que... Oui, c'est un flop. Il y a plein. Il y a par exemple... plusieurs projets. Voilà, il y a un projet qui devait permettre des laveries mobiles de véhicules, voilà, etc. On ne sait pas où c'est passé là finalement. Ça devait permettre justement de pouvoir mener cette activité de laverie en faisant des économies d'eau et d'énergie. Vous voyez que c'est allé nulle part. Il y a plusieurs projets comme ça qui n'aboutissent pas. Or, parfois même pour certains projets, ils n'ont pas été maturés, mais on a sorti de l'argent. De l'argent qu'on a distribué aux faciès. Selon des accointances avec tel et justement ça ne va pas prospérer tant que le système lui-même n'est pas potable, tant qu'il y a de la corruption. Est-ce que les projets qui ont bénéficié des financements sont toujours les projets qui étaient les plus porteurs?
par exemple, des questions qu'on doit se poser. Est-ce que c'est pas parce que c'est le cousin de tel ou il y a une résonance tribale? Voilà, ce genre de choses. Il faut d'abord que ce soit clair à ce niveau. Maintenant, ta préoccupation, parfait. D'où vient l'argent? On voit déjà que c'est une infime part du budget qu'on veut bien consacrer à ce genre de problématique. Mais maintenant, vous savez qu'une bonne part du financement de tout ce que nous faisons vient de l'endettement. Là aussi, ça pose problème. Parce que si vous devez vous endetter... Mais finalement, Alain, est-ce que nous allons nous endetter éternellement? Nous allons nous endetter sur tout. C'est un danger. Je vais quoi? Je vais le dire. Payer tout cette... Je vais le dire prosaïquement. Les gens peut-être aujourd'hui trouvent que c'est vieux jeu, mais parfois j'aime le faire. Quelque part dans la Bible, c'est dans le Proverbe 22, le 22e chapitre du livre des Proverbes, il est quand même dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est clair. Donc en fait, quand vous voyez comment la finance internationale est gérée, vous, et avec ces répercussions sur ceux qui sont enclins à toujours aller emprunter auprès de ces institutions de la finance internationale, ce proverbe prend du sens. Alors, si vous prenez de l'argent par emprunt pour venir financer des projets qui ne sont pas maturés, les projets qui ne sont pas les plus pertinents chez les jeunes, qui ne sont pas les plus innovants, par exemple, si c'est vers des projets qui vont faire flop, qu'on ne va pas mener jusqu'au terme, c'est vers ce type de projet qu'on oriente l'argent, finalement, vous voyez que c'est de l'argent perdu. Or, vous devrez payer non seulement l'emprunt, mais les intérêts sur l'emprunt que vous aurez contacté pour financer des projets qui ne sont pas au finish rentables, et c'est le pays qui s'enlise. Et c'est pour cela que nous sommes au rouge. Si ça marchait véritablement ce qu'on a fait jusque-là, on devait voir une résorption tangible. De quoi? Du taux de chômage. Parce qu'on doit pouvoir ressentir que les projets financés marchent, etc. et que le gouvernement atteint ses objectifs. Parce que tant qu'il n'y a pas... Regardez le chômage jeune en zone urbaine. Eux-mêmes, ils le disent, les indicateurs de l'Institut national de la statistique, c'est alarmant. Ça veut donc dire que depuis, on fait du surplace. Tous les projets en question qui sont financés, les incubateurs n'arrivent pas à produire les effets escomptés. Parce qu'il faut dire quand même que l'État, ce n'est pas faute d'avoir essayé des choses. On a essayé des choses, mais on doit avoir l'humilité de faire le constat que ça ne marche pas. Il faut donc changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Et je le redis, je prends sur moi de le dire. Vous n'allez pas, comme le président a bien voulu l'indiquer dans son discours d'investiture, dire que vous allez prendre sur vous de repositionner économiquement ces deux catégories de personnes de notre société, les jeunes et les femmes, qui constituent d'abord le plus clair même sur le plan statistique de notre société, sans tenir compte de la santé générale de l'écosystème économique. Parce qu'en réalité, tout est lié. Il faut qu'on comprenne que dans l'économie, tout est lié. Pendant que vous allez apporter des réponses structurelles ou sectorielles pour résoudre le problème jeunes et femmes et leur insertion socio-économique, il faut potabiliser l'ensemble de l'environnement pour que ce que vous allez faire sectoriellement ait de l'impact. Parce que si le même boulot holistiquement reste présent, il y aura problème. Vous l'assainissez par le climat général des affaires. Cette fiscalité-là qui plombe tout. Mais un jeune, libéré un tout petit peu, il est oppressé dès le début par une fiscalité. On sait bien qu'il faut au moins 5 ans pour commencer véritablement à parler d'une réelle rentabilité. Mais si déjà, dès les premières années, on sent comment on est pressuré, voilà, c'est un problème. Or, vous le savez, 80% d'après leurs propres statistiques de toutes les PME qui constituent les du tissu productif meurent au bout de 5 ans. On doit donc réfléchir, repenser le système avant même de pouvoir expecter de bonnes réponses de la part des initiatives sectorielles qu'on prend. Merci. Il faut penser tout le système ensemble. Merci Alain Douk. Martial Zouamanga, vous qui êtes justement cet expert en développement local, l'aspect entre aux jeunes entrepreneurs, ça vous intéresse aussi? Je vais être amer dans cette intervention. Permettez-moi d'abord de signaler ma frustration et je vais directement m'adresser au président de la République. Je suis Martial Zouamanga,
ingénieur en développement local. Et parlant de l'entrepreneuriat jeune, il m'a été donné en 2024 d'être député jeune de la commune de Yaoundé 1er, donc responsable de fait d'environ 200 000 à 300 000 jeunes. Nous avons été formés, réamorcés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et l'année passée, puisque le Parlement jeunesse est un parlement thématique, ça veut dire que chaque année est placée sous le symbole d'un thème. Nous avons parlé l'année passée de patriotisme économique. Et on nous a donné un ensemble d'outils. Nous qui aimons le développement local, nous qui faisons le développement local, qui sommes des acteurs de terrain, nous sommes allés vers nos pairs, P-A-I-R-S, jeunes. Nous leur avons parlé de la part des politiques qui ont été mises sur pied par le chef de l'État. Je fais ici notamment allusion au plan triennal spécial jeune. Du côté de Yaoundé 1er, nous n'avons pas vu passer ce plan triennal spécial jeune. Personnellement, en ma qualité de jeune leader, même malgré les difficultés économiques par lesquelles je passe, j'ai engagé mes ressources personnelles pour former les jeunes, parce que l'un des secteurs porteurs de l'économie camerounaise, c'est l'agriculture. Quand je dis agriculture, un Français comprend qu'il y a l'élevage et il y a l'agriculture au sens de travailler la terre. Nous avons formé les jeunes. Je commence ici par dire merci au sous-préfet de Yaoundé 1er qui ne m'a pas embarrassé avec la paperasse administrative. Lorsque je lui disais que j'ai un événement, il me signait l'autorisation. Je dis merci à la DAGEC, délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique. Voilà deux personnalités qui m'ont facilité le travail. La DAGEC mettait toujours à la disposition de la modeste personne que je suis les membres des services déconcentrés de son service. Maintenant, je dénonce la bureaucratie. Cette bureaucratie kafkaïenne. Je me suis rapproché de certains organes de l'État qui étaient censés me soutenir pour faire cette activité de former les jeunes à l'élevage. J'ai choisi l'élevage des poulets parce que le poulet, c'est l'aliment le plus consommé. Et il a demandé jusqu'ici, reste l'offre ici reste inférieure à la demande. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à produire suffisamment par rapport à la demande. Yaoundé actuellement a presque 4,5 millions d'habitants. Et est devenue de fait la première métropole du pays. Beaucoup de personnes alors finalement, quel est ton problème? Mon problème, je m'adresse au président de la République. Yaoundé 1er n'a pas vu passer le plan triennal spécial jeune. Et pourquoi? En 2024. Je ne sais pas pourquoi. Yaoundé 1er ne fait pas partie de la carte des communes du pays? Lorsque nous étions au Parlement jeunesse, je me faisais taquiner de temps à autre par les camarades qui me disaient « Toi, tu es responsable de la commune la plus puissante du pays. » Oui, parce que le président le président dit à Yaoundé 1er. Le SGPR, qui est l'une des personnalités les plus importantes, vit à Yaoundé 1er. Bureaucratie kafkaïenne. Par contre, je me suis rapproché d'un organe, AFOP, qui est, vous voyez souvent quand vous êtes dans la rue, là, vous voyez le programme PCP ACFA. AFOP est la branche chargée de la formation. J'ai expliqué mon projet en 10 minutes au coordonnateur de ce projet, M. Ango. Il m'a donné un expert. Le docteur Asiga, il m'a dit, va avec lui, il va travailler avec toi, il va te former. J'ai soutenu le taxi de ma propre poche. Et avec l'aide de quelques tontons et tantines qui me sont proches et qui croyaient en ce que je faisais. Aujourd'hui, j'ai formé environ 30-35 jeunes. J'ai arrêté parce que je n'avais plus les moyens de faire cela. Et nous avons, j'ai dit à mes ouailles ou aux enfants de Yaoundé 1er qui étaient sous la coordination de ma personne, de faire des projets que nous allions soumettre parce que nous avions mis nos espoirs. Parce que la question ici, le thème d'aujourd'hui, c'est entrepreneuriat jeune, le soutien aux entrepreneurs jeunes. Que peut faire l'État? Nous n'avons pas vu le plan triennal jeune, le plan spécial triennal jeune passé. Et j'interpelle aujourd'hui M. Mounouna Foutou, qui est non seulement
ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. 2 portefeuilles ministériels stratégiques pour l'épanouissement des jeunes. Monsieur Mounouna Foutou, j'ai 50 jeunes derrière moi actuellement qui sont en train de me guider, qui sont en train de me demander, honorable, tu nous as raconté que du vent. Je n'ai fait que le chef de l'État. On peut même te lyncher. Hein? On peut même me lyncher. Le chef de l'État avait dit oser. J'ai osé. J'ai engagé des fonds. Parfois, quand vous osez dans ce pays, c'est un risque. Hein? J'ai engagé. J'ai travaillé avec des jeunes. Et maintenant, vous êtes misérable. Non, je ne suis pas misérable. Je suis pas misérable. Mais vous avez tout donné. J'ai donné ce que je pouvais à mon niveau, sans risquer de me ruiner davantage, déjà que je n'ai pas grand-chose. Bon, pourquoi donc vous pleurez? Je pleure parce que le chef de l'État nous a dit d'oser, d'entreprendre. Et nous, à notre niveau, en tant que leader jeune, nous savions que nous allons avoir... Et en ce moment, selon vous, vous pensez que qui est responsable de cet échec? Qui en est responsable? C'est Paul Biya qu'on connaît. La chanson dit « Allons voter Paul Biya ». C'est parce que c'est lui qu'on connaît. La chanson en boulot dit « Allons voter Paul Biya ». Allons voter Paul Biya. Parce que c'est lui seul que nous connaissons. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi les jeunes descendent cassés? C'est parce que les jeunes n'ont rien. On ne va pas justifier les casses hein, sur ce plateau. Je ne justifie pas les casses. On ne va pas justifier les casses. Mais je suis à dire que quelqu'un qui a un investissement ne peut pas aller casser. Quelqu'un qui a son poulailler. Donc, j'interpelle ici personnellement le président de la République. C'est fait. Ça a été fait. Merci. Hein. Nous allons lire ces messages. C'est donc un jeune qui se pose la question de savoir où est passé l'argent du plan spécial triennal jeune. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Monsieur Ibrahim a de très bonnes idées. Envoyez-moi son numéro, s'il vous plaît. Bonne émission. C'est Daou Diouf depuis Oja. Daou, essayez de m'appeler après l'émission. Hein. On verra ce qu'on peut faire. Et je vous amène au plus 971. C'est un message, une fois de plus, des Émirats Arabes Unis. Tonton Parfait, pensez-vous qu'il y a manque de projets jeunes pour qu'on se retrouve avec un si gros budget en attente de bénéficiaires après tant d'années? Le véritable problème, c'est le critère de sélection inconnu qui coince et que le peuple ignore. L'État ou alors le ministère en charge doit pouvoir faire une annonce officielle concernant le casting pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Pour ma part, par exemple, je suis un styliste modéliste. J'ai déposé mon business plan avec tous les détails pour pouvoir bénéficier de ce plan triennal jeune à Yaoundé 3. Sauf qu'il m'a été informé après étude de mon dossier que je ne peux en bénéficier pour défaut d'appartenance au parti politique du régime en place. Non, ça c'est un faux argument. En plus, être actif avec une ancienneté d'au moins 1 an dans ce parti. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Bonjour Parfait, c'est Papa Jules depuis Eboaloa. Votre... On va pas lire ce message. Oh, Papa Jules depuis Eboaloa. Personne n'est devenu folle. Un autre message, c'est le plus 1 347. C'est un message des États-Unis. Bonjour à vous et merci pour le débat. L'État a souvent mis à la disposition des citoyens de par le passé beaucoup de fonds qui malheureusement ont été dilapidés sans bénéfice. Il y a eu le FODIC pour le cinéma, le FOGAPé pour les PME, la Soudécao, Soudécoton, Midevivre, Fonader, etc. Mais le problème a toujours été que ceux qui prêtent ne remboursent pas. Je vis dans un pays où la loi contre la concurrence interdit le soutien aux entreprises. Du coup, c'est ton produit qui parle aux banques. Henry Ford avait vendu sa première voiture à $200 pour fabriquer celle qui le mettra en contact avec ses financiers. Ce que fait l'État ici est de t'alléger la charge fiscale en te remboursant tes impôts, d'où l'idée couramment admise que plus tu es riche, moins tu payes les taxes. Monsieur Aïssi. Oui, monsieur Zoamanga. Permettez-moi de m'inscrire en faux dans ce que ce monsieur, dans ce que cette personne vient de dire.
La différence entre les pays occidentaux, qui sont essentiellement capitalistes, et certains autres pays, ce n'est pas qu'ils ne soutiennent pas les entreprises, ou bien que c'est interdit de financer les grandes entreprises. Boeing reçoit combien de subventions par an? Rivian reçoit combien de subventions par an? Ces entreprises, le problème du capitalisme, c'est que on ne soutient l'entreprise que les entreprises des ultra-riches. On ne soutient pas les entreprises des pauvres. Donc, ce que ce téléspectateur dit est faux. En France, l'État soutient Dassault Aviation. Dassault ne fait pas la recherche avec son argent. Donc, le problème du capitalisme, c'est qu'il faut toujours financer les ultra-riches. Et jamais la classe sociale, jamais les pauvres, parce que les pauvres n'ont pas droit à la prospérité. Merci. Hein. Si tel est le cas, c'est dommage. Bonjour, parfait. C'est Michel Noubissi. Je continue à attendre les 54 000 du soutien du chef de l'État. Il s'agit de quel soutien? 54 000. C'est un fait qui a circulé que le chef d'État allait partager. C'est un fait que ça. Et il m'a fait quoi avec 54 000? Bonjour, monsieur Parfait, ici, mes salutations à votre panel. Le problème de tribalisme et de réseautage détruit l'action de l'État à l'endroit de l'entrepreneuriat jeune. J'ai déposé il y a près de 4 ans un projet agropastoral 5 millions sollicitant le financement du plan triennal spécial jeune à la délégation départementale d'Union et Mfumu. J'ai été appelé une seule fois, certainement en guise de renseignement. Jusqu'à ce jour, je n'en sais rien. Je me suis rapproché du chef de centre multifonctionnel de Mengan par lequel j'étais passé pour ce projet. Ils m'ont répondu qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est Fabrice de Saint-Mélima qui envoie cette contribution.